c'est grâce à ces lives, le fait que je me sente moins seule, le fait que j'arrive à digérer avec vous, etc. C'est très émouvant. Du coup, Cohen, on est d'accord. Donc Jean-Michel Cohen, le mec, c'est un mastodonte de la culture des régimes, quand même, ce mec. Hey, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ce nouveau live react. Pour ce live react, je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée de Caroline de la chaîne Appétit Libre. Alors Caroline et moi, ça fait un petit moment qu'on se connaît et on adore échanger sur les sujets de la culture des régimes, des TCA, de l'alimentation troublée, etc., etc. Donc forcément, quand on a vu cette vidéo, toutes les deux, on s'est dit, punaise, mais faudrait vraiment qu'on réagisse ensemble à cette vidéo. Donc, here it is, voici la vidéo, j'espère qu'elle va te plaire, et si tu ne me connais pas, je m'appelle donc Juliette, je suis thérapeute certifiée en alimentation intuitive, je suis fondatrice de The Last Quiche, donc pour ne plus être prise pour des quiches par la culture des régimes, j'accompagne les femmes à arrêter les régimes et les restrictions, à écouter leur corps, et à mieux accepter leur corps aussi, pour qu'elles puissent redevenir des mangeuses intuitives et des femmes badass. Donc je parle beaucoup aussi de culture des régimes, d'alimentation intuitive, de féminisme aussi, donc n'hésite pas à me suivre ici si ces sujets t'intéressent. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Reset ton assiette et qui vaut le coup d'être écouté aussi et qui est également sur ma chaîne YouTube, tu peux le retrouver dans la playlist correspondante. Voilà, bon sans plus attendre, on va réagir à la vidéo du crayon, le crayon qui a fait une vidéo avec Jean-Michel Cohen qui échange avec une personne qui souffre d'anorexie. Bon, je ne t'en dis pas plus et je te laisse avec le live react d'Appétit Libre. Sache que c'est la première partie et la deuxième partie est disponible sur la chaîne de Caroline. Bonne écoute, bon visionnage. Enfin, c'est quoi son credo déjà? Sans salade, je sais pas quoi, non? Genre, je vous raconte pas des salades, non, non, non. Ah, ça, c'est sa petite phrase d'intro. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Mais, c'est savoir maigrir, voilà, ça, c'est Ah son- oui, bah, ça, alors là... Bah, en fait, moi, ça m'a étonné que... Tu vois, genre, ce mec-là, il est pas spécialisé TCA particulièrement, Jean-Michel Cohen. Non, pas du tout. Parce que ça, faut quand même le préciser que ça veut pas dire que t'es diététicien, nutritionniste, que t'es Vous êtes forcément abonné. spécialisé en TCA, quoi. Et donc, ça m'étonne que ça soit lui qu'ils ont fait venir. Ils auraient dû... Enfin, à mon sens. Pour moi, ils ont clairement pas choisi la bonne personne, hein. Ouais, ou à moins qu'ils pensaient que ça allait se clasher. Genre, tu sais, le gars, il est un peu dans les régimes, donc peut-être que elle va dire c'est ok de manger le chocolat, puis lui il va dire ah non quand même pas, tu vois. Est-ce que c'est pas pour ça les ont pris tous les deux, tu vois. Ouais, peut-être. On va voir. Gros ventre, quand on est sûr que c'est ni une éventration ni un problème de posture, on est obligé de corriger son alimentation. Ça passe par une diminution complète du sucre. En tout cas, on garde quasiment que 2 fruits par jour. On élimine tous les sucres rapides. Zéro alcool. Troisième possibilité, il faut manger peu de graisse. Donc, ça veut dire faire quand même un mini-régime. Et quatrième possibilité, il faut quand même garder des sucres lents. Ma réaction, je pense, se voit sur mon visage. Je suis vraiment pas d'accord. Je pense que diaboliser le sucre et le gras, c'est deux choses qui peuvent conduire justement aux troubles du comportement alimentaire. Il n'y a pas de malsain ou de sain dans les aliments. C'est-à-dire que moi, je prône l'alimentation qui est flexible, dans le sens où on peut manger de tout en quantité modérée. Si la personne préfère manger une glace plutôt que une pomme qui ne va pas la rassasier et qui va se dire « Ah, mais j'ai pas mangé ce que je voulais », eh ben elle va être frustrée et peut-être qu'elle va développer des compensations, des pertes de contrôle. Donc moi, je suis vraiment pas d'accord sur, pareil, le gras, même topo. Moi, je pense que manger de tout en quantité modérée, c'est le meilleur conseil qu'on peut apporter. Bon, lui, il dit que des trucs à fond, régime, diète, culture, on est d'accord. Et du coup, après, elle est pas d'accord avec lui. Mhm. Et du coup, ça commence très bien. Mais en fait, sur la fin, tu sens quand même que elle est pas... Enfin, tu sens Ouais. quand même qu'elle a des barrières. Si, moi, je suis pour l'alimentation flexible. Moi, je trouve que ça, c'est quand tu t'es mal renseigné, tu dis, ah ouais, ok, c'est bien l'alimentation flexible, nanana. Mais en fait, pour moi, c'est un red flag. L'alimentation flexible, c'est une autre façon de dire, on peut manger de tout, mais en quantité modérée, parce que quand même, il y a des aliments quand même qu'il ne faut pas abuser, tu vois. Ah ouais, tu vois ça comme ça parce que bah moi déjà quand j'ai vu elle disait ça sur lui, je me suis dit ah ouais bah ça confirme ce qu'on disait juste avant, ce côté ben en réalité ils l'ont pris parce qu'ils se sont dit waouh ça va un peu clasher parce que lui il est anti-aliment machin gras tout ça et elle est en mode elle guérit TTCA tout ça donc bon elle va peut-être
le casser un petit peu. Par contre, tu vois ce qu'elle dit, enfin, pour moi, alimentation flexible, je l'ai pas compris comme ça. Je me suis dit, ah oui, elle veut dire, bah, du coup, qu'il n'y ait pas une alimentation rigide, donc TCA, tu vois. Je pense qu'on peut voir les deux façons, mais je pense que du coup, moi, je suis vraiment biaisée. Puis j'ai été voir son compte TikTok. Et en fait, du coup, bah, je sais un peu qui elle est, cette personne. Et en fait, quand elle dit on peut manger de tout en quantité modérée, quand c'est monsieur lambda qui dit ça, je dis ok. Mais quand c'est quelqu'un qui a été dans le pur et dur du TCA, je me dis toujours, bah, franchement, toi, tu reviens d'un TCA, je trouve que t'es pas la personne la plus appropriée pour tenir ce genre de discours. Mais après, c'est peut-être moi. Hein. Après, c'est parce que, ouais, sûrement, toi, comme t'as vu son contenu, Ouais. tu sais où elle veut en venir. Parce que moi, vu comme ça, tu vois, alimentation flexible, pour moi, enfin, c'est quelque chose qu'on dit souvent, tu vois, les TCA, c'est quand même la maladie de la rigidité au final. Et que, bah, du coup, ce qu'on fait en guérison, etc., c'est de remettre de la flexibilité. Du coup, tu vois, c'est pour ça, moi, ça m'a pas. Ça la dérive aussi dans le milieu du fitness, c'est la diète flexible. Ouais. En fait, c'est pas le flexible de l'alimentation intuitive, en fait. C'est le flexible du milieu du fitness. C'est genre, tu peux tout manger tant que ça rentre dans tes macros, quoi. C'est ça, la diète flexible. Alors, c'est pas du tout flexible, en fait. Ouais, dans ce sens-là, oui. Bah, c'est comme tous les gens qui disent qu'ils mangent intuitivement, puis en fait, non. Je pense aux gens sur YouTube qui disent une semaine une journée dans mon alimentation intuitive, nanana. Puis en fait, tu vois, tu fais ouais, bon, comment tu justifies tes trucs t'as Ouais. clairement encore des restrictions, quoi. C'est pas bon. On continue. Se nourrir, c'est vital, mais à la fois c'est émotionnel. Se nourrir, c'est apporter des nutriments à à son corps et se faire plaisir. Ah, c'est désagréable parce que tu dis ce qu'il faut dire. Non, je vais être coincé, mais moi je le présenterai pas dans l'ordre. Je dirais manger c'est biologique. On est obligé de faire vivre un organisme. Manger c'est manger pour le plaisir. Manger c'est manger ses émotions. Et manger c'est aussi la convivialité. C'est partager avec l'autre. Et est-ce que c'est à la portée de tout le monde justement en termes de moyens financiers, de temps, même d'apprentissage aussi, parce que c'est pas évident de savoir bien se nourrir. Non, il y a beaucoup de personnes qui manquent d'éducation par rapport à ça. Le problème, c'est que on essaie dans les écoles au plus jeune âge de sensibiliser, d'expliquer comment fonctionne l'équilibre alimentaire. Mais malheureusement, c'est aussi les parents. Mais les parents, ils ont une génération qui n'a pas eu forcément d'éducation là-dessus. Donc c'est manquant et aussi, on en parlait, le budget des courses est de plus en plus restreint et c'est de plus en plus difficile de s'alimenter correctement. En fait, je dirais qu'il y a une angoisse. Parce que c'est vrai, on pourrait correctement manger à pas cher, à condition de connaître les aliments, de connaître la cuisine et de savoir où faire ses achats. Le problème, c'est que les temps modernes ont changé les choses. Les congélateurs, les placards sont devenus des endroits où on stocke la nourriture. La publicité incite à manger les choses qu'on ne devrait pas manger, mais dont on nous donne le désir d'avoir la consommation. Et en même temps, la rapidité de la vie moderne diminue la capacité des gens à cuisiner et aussi le fait que pour cuisiner, il faut des outils, des ustensiles. Il faut un endroit où cuire, il faut des casseroles, des poêles, il faut des réfrigérateurs pour conserver. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont même pas tous ces outils. C'est un peu sur le modèle américain où quand j'ai habité les États-Unis, j'avais un four chez moi et j'ai trouvé une paire de chaussures à l'intérieur. Le four n'avait jamais servi. Ça veut dire qu'il faudrait reprendre tout depuis le départ, mais très jeune. C'est toute une question d'hygiène de vie en fait. Il y a aussi le lever, le sommeil, l'activité physique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que on perturbe la connaissance des gens. On a parlé tout à l'heure dans le vrai-faux des connaissances. Aujourd'hui, il y a tellement de faux nutritionnistes qui racontent tellement de bêtises et il y a tellement d'alertes négatives que les gens finissent par ne plus manger comme ils ont envie de manger ou comme ils savent manger, mais ils fabriquent une nourriture arithmétique qui correspond pas à la vraie nourriture, qui correspond à une espèce de salmigondis de choses entendues qui n'est pas bonne. On a plein d'exemples pour ça. Oui, je suis vraiment d'accord. Moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, il commence le truc en parlant d'éducation alimentaire. Enfin, après, c'est elle. Alors que finalement, ce qu'il dit lui, en disant les trucs économiques, les moyens qu'on a, bah en fait c'est ça le plus important, je pense. Une fois que tu as une cuisine avec des casseroles, des poêles, un four et tout ça, et que tu as des moyens financiers, enfin, qu'est-ce qui t'empêche en fait après? Je pense que l'éducation alimentaire, ça c'est encore un truc. En fait, ils disent qu'il n'y a pas d'éducation alimentaire, mais nos grands-parents, ils n'avaient pas d'éducation alimentaire, mais c'est des trucs ancestraux. Enfin, quand Glucose Goddess, elle dit en entrée, il faut manger des légumes. Mais en fait, qu'est-ce que faisaient nos grands-parents? Ils mangeaient des crudités, des machins en entrée. Enfin, je trouve qu'il y a des trucs, en fait, on les fait de façon un peu... Je sais pas, c'est intuitif, c'est un truc Ah ouais. ancestral.
Enfin, c'est Oui. un peu la culture alimentaire. Enfin, chaque pays a sa propre culture. Mais au final, quand tu fais les plats classiques, en fait, en général, c'est des trucs qui sont dans l'équilibre alimentaire. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il y a besoin d'une éducation. Enfin, tous les plats du monde, ils sont constitués de féculents, de légumes et de protéines. Bah, je pense que l'éducation alimentaire, c'est clairement, tu vois, en fait, ça répond un peu à la croyance de la culture des régimes, comme quoi on est tous mal informés sur les aliments, et que c'est Oui, pour ça qu'on grossit, nanani, parce qu'en fait, on est teubé à niveau alimentation, qu'on comprend rien, et qu'on nous a pas dit les bons aliments qu'il faut manger à chaque fois, alors que bon, en vrai, regarde genre leur pyramide, je suis désolée, mais bon. En plus, c'est bizarre ce qu'il se contredit, parce qu'il dit oui, à la pub nous montre des choses qu'on ne devrait pas manger, tout ça, etc. Comme quoi, des aliments qui, tu vois, on voit qu'il y a en mode, il y a des aliments pas sains, nanan. Puis en même temps, il dit que c'est le partage. On voit qu'il tâtonne un peu dans les deux trucs, quoi. Puis moi, ce qui me choque, c'est qu'il met en premier biologique, après il met plaisir émotionnel et convivialité. Moi, la convivialité, je la mettrais avant. Après, tout dépend qui t'es, mais enfin, je la mettrais après le biologique. Enfin, tu mets le biologique en premier. Plaisir, pour moi, c'est pas, il va pas dans une des cases. Pour moi, il rentre dans toutes les cases. Bah, plaisir, c'est la base, en fait, dans le En fait, biologique même. même quand tu manges par besoin biologique, tu ressens quand même du plaisir. Donc, Mhm. c'est pas soit l'un, soit l'autre, en fait. Je trouve ça bizarre comme façon de présenter. Ouais, c'est bizarre qu'il commence par ça, l'éducation alimentaire et un peu le truc de l'accessibilité. Après, c'est intéressant quand même de redire que bah, c'est vrai que manger, au final, bah, on n'est pas tous égaux, même à l'accès aux aliments, à comment les cuisiner, si on peut les cuisiner, etc., etc., quoi. Ça, Après, c'est déjà... l'éducation alimentaire, moi, je suis pas, enfin, je trouve ça bien, je suis pas contre qu'on en Ouais, fasse dans les écoles, tu vois, mais tout dépend comment c'est fait, en fait. oui, c'est ça. Bah, si c'est en mode nutrition bienveillante, oui, quoi. Voilà, moi, je trouve ça bien. Enfin, après, je suis pas contre, mais le reproche que je fais, c'est que actuellement, en fait, quand tu fais de l'éducation alimentaire, tu as des trucs bienveillants, mais il y a toujours un moment où ça va te dire, attention, le sucre, il ne faut pas trop en manger. Attention, Mhm. c'est à limiter. Ça a toujours ce petit moment-là, alors que tout le reste peut être très bien. Puis un peu culpabilisant, quoi, aussi. Le nombre de personnes qui me disent faut pas manger ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais de quel droit? C'est parce que je pense qu'on a trop vulgarisé, a trop simplifié la connaissance, on en devient faux parfois. Alors, je vais donner 2-3 exemples. Vous voyez, il y a des gens qui, le matin, ils se lèvent. Bon, le matin, c'est sympa de prendre un café avec du lait ou pas de lait, prendre une tartine de pain, on mettait un peu de confiture, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des gens qui se lèvent, ils prennent vite une cuillère à soupe de vinaigre. On ne sait pas pourquoi. Ensuite, ils vont presser du citron dans de l'eau chaude. Après, ils vont mettre des graines de chia dans leur yaourt. Mais au fond, ce qu'ils voudraient bien, c'est une tartine de pain beurre confiture, quoi. Alors, on reconnaît Glucose Goddess dans l'influence. Je vois qu'il est pas copain avec non plus. Et en fait, ils ont mangé n'importe comment, avec des choses qui peuvent leur irriter l'estomac, qui peuvent leur poser un problème, qui servent à rien. Une cuillère à café de graines de chia, ça va servir à rien du tout. Mais en fait, ils mangent plus comme ils ont envie. Alors finalement, à force de faire ça, ils vont manger n'importe comment le reste de la journée, puis les pulsions vont arriver. Et quand les pulsions arrivent, il y a la culpabilité qui survient. Exactement. C'est un cercle, c'est frustration, compensation, culpabilité, frustration, etc. Exactement. Parce que pour vous, le petit déjeuner est un repas essentiel dans la journée. Alors je vais répondre là-dessus, puisque j'ai fait beaucoup le buzz sur le sujet. Non, il faut regarder l'histoire de l'humanité pour comprendre que le petit déjeuner, ça n'a jamais été un repas obligatoire. En France, on a évolué entre 1 et 4 repas par jour dans les 150 dernières années. Les bourgeois soupaient, les aristocrates dînaient. Le petit déjeuner, c'était l'apanage des ouvriers qui prenaient du pain et du vin. Et puis, il y a eu un combat dans les années... Ouais, en fait, c'est choquant, là. Enfin, entre un et 4 repas par jour, j'avais pas cette notion-là, qu'on était allé à un repas par jour. Là, il dit qu'on a évolué, à mon avis, quand ils étaient à un repas par jour, ils devaient pas être, enfin, ils devaient pas être au top de leur forme, et à mon avis, c'était pas parce qu'il, enfin, à mon avis, c'était pas voulu. Oui, c'est ça, oui, je pense que c'est Les gens plus qui par font contrainte, 3 repas quoi. par jour, il y en a encore de nos jours. Soit ils ont des TCA, soit ils n'ont pas les moyens, en fait. N'importe qui a pas de TCA et qui a les moyens de s'acheter à manger, il fait pas un repas par jour. Ça me paraît. Normalement, le corps, il a besoin de manger Alors, régulièrement quand même, quoi. ou alors, t'as passé ta journée dans ton lit, t'as rien fait, mais pas tous les Ouais, jours, ou t'es malade. 365 jours. Enfin, ça me paraît pas possible. Ouais, puis en plus, ça veut dire que du coup, si t'as qu'un repas par jour, tu manges toutes les calories de ta journée sur un repas, enfin, chimère la digestion, tout ça, enfin, tu vois, Ouais, donc je sais à pas manger. d'où il sort ça entre un et 4 repas par jour, mais. Après, on voit Gary Metz, nanana, même conclu qu'il n'y avait aucune preuve soutenant l'idée que la consommation d'un petit déjeuner promeut la perte de poids. Tu vois, en fait, même là, les articles qu'ils nous montrent, c'est quand même biaisé pour la perte de poids, hein. Ils parlent de petit déjeuner, mais en fait, en mode, ouais, donc en fait, on n'en a pas besoin pour perdre du poids, tu vois. Mais Oui, bon.
Pour ça, ils voient tout par le prisme de la perte de poids. Ouais, voilà. Ouais, sans se dire, est-ce qu'on a besoin, dans le sens, est-ce que c'est biologiquement utile, entre guillemets. On dit qu'il fallait manger des produits issus de la terre, et c'est comme ça que sont nées les céréales. Et ensuite, comme les fabricants ont inventé un produit transformé qui s'appelle les céréales du petit déjeuner, ils ont renforcé la tendance au petit déjeuner. Je dis pas que c'est pas bien de le prendre, de ne pas le prendre. Je dis simplement que ça s'est passé comme ça, et on a eu le formidable slogan, le petit déjeuner, meilleur repas de la journée. Le repas le plus important de la journée, qui n'est qu'un slogan. Il y a des gens qui ont besoin d'un petit déjeuner, il y a des gens qui n'en ont pas besoin ou qui n'en veulent pas. C'est le bilan calorique et le bilan de consommation alimentaire de la journée qui compte. Donc, faut pas stresser les gens avec ça. Vous aimez prendre le petit-déj, prenez-le, avec grand plaisir. Vous n'aimez pas prendre le petit déjeuner, ne le prenez pas. Prenez une collation à la place, après-midi, le soir, dans la matinée, si vous voulez, mais une collation, pas un grignotage. Il dit une collation, pas un grignotage. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça. Ça me C'est fait quoi la penser à différence? Banane. Il a fait un reel récemment là-dessus. Oui, le reel où il a montré qu'il est grossophobe. Oups. Moi, c'est quoi la différence, quoi? Enfin, Mm. quand t'es mangeur intuitif, t'as faim entre les repas, tu manges un petit truc, tu te demandes pas si c'est une collation, un grignotage. Enfin, par définition, si t'as faim, c'est pas un grignotage, je pense. Je pense qu'il montre justement la différence, c'est-à-dire que c'est ta perception en fait. Si ton grignotage, entre guillemets, tu le vois bien, tu l'appelles collation. Si Bah tu le vois oui. pas bien, tu l'appelles grignotage. Voilà, tu choisis. Parce qu'au final, c'est ça. Enfin, tu vois, grignoter, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire même quelqu'un qui mange régulièrement. Et alors, enfin, je veux dire, si ça correspond à son besoin. Enfin, moi, j'aime pas trop. Le mot grignotage, moi, pour moi, il est éliminé dans mon vocabulaire. Il n'existe pas. Oui, bah, parce qu'il est mal connoté, mais sinon, grignoter, pour moi, c'est manger une petite quantité. Voilà ce que ça veut Oui, dire. c'est ça. C'est comme un petit oiseau, quoi. Mais voilà, mais de où ça sort des grignotages? Ouais, en fait, le mot grignotage est trop connoté. En fait, pour eux, grignotage, c'est toujours. De toute manière, il dit les deux mots. Tout de suite, on comprend qu'il y en a un, c'est mauvais, et il y en a un, c'est bien, tu vois. Mais attends, là, il parle d'alimentation intuitive, du coup. Attends, l'alimentation intuitive a été créée par des nutritionnistes. Attends, je le mets. C'est l'alimentation Ah. intuitive dans le sens où on écoute notre corps, on écoute nos besoins. Si le besoin c'est de manger, mange. Et si c'est pas de manger, ne mange pas. Ah, attention. Est-ce que c'est ça l'alimentation intuitive? Toujours pareil, hein, le truc, en fait, on mange que par faim, faim et rassasiement. C'est le régime faim-satiété, l'alimentation intuitive pour les trois quarts des gens. Donc vous pensez que c'est une erreur d'avoir des repas imposés pendant la journée dans la société, d'avoir, tiens, le petit déjeuner c'est à telle heure, le déjeuner c'est au milieu de la journée, le dîner c'est avant de se coucher. Est-ce qu'on devrait peut-être pas même se nourrir n'importe quand on le veut, en fait? Je pense que oui. Je pense que avoir des horaires délimités, ça peut créer des angoisses et ça peut créer des habitudes qui sont contraires aux besoins nutritionnels du corps. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un rythme, mais je pense que le rythme, il est propre à chacun. C'est absolument ça. Et puis, en fait, les horaires des repas, c'est des horaires sociétaux. Ça veut dire, par exemple, si vous mangez à l'extérieur, et c'est ça d'ailleurs le succès des fast-foods, c'est que les restaurants ouvrent vers 11h30 et ferment à 2h30. Il n'y a plus de service, donc on est obligé de manger dans cette heure-là. Ensuite, les gens rentrent chez eux, mangent chez eux. On leur a dit qu'il fallait manger entre 19h et 20h30, 21h. Mais en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas faim à 19h, mais qui ont faim à 21h30. Il y en a plein qui ont faim à 2h30 de l'après-midi et pas à 11h30. Et quand on regarde la composition sociologique, on voit bien que dans certains pays, les horaires n'ont rien à voir avec les nôtres. Aux États-Unis, on dîne à 6h du soir. En Espagne, à 21h. Au Vietnam, on mange 7 fois par jour parce que manger est une distraction. Et en fait, on devrait manger quand on a faim ou quand on a envie de se faire plaisir, mais pas manger à certains horaires. Tout à fait. Je trouve que sa réponse à Manon, Manon, Mhm. elle est un peu contradictoire parce qu'au début, elle dit oui, ça va créer des angoisses. Et après, elle dit oui, mais il faut quand même un rythme. Mais alors, un rythme propre à chacun, ok? Mais moi, je pense que, bon, contrairement à ce qu'on dit, il faut manger selon sa faim, machin. Moi, je crois au contraire que justement, savoir que tu as des pauses dans ta journée délimitée pour manger, Mhm. c'est hyper rassurant. Enfin, ça te crée Mhm. un cadre et du coup, ça te crée beaucoup moins d'angoisse. Mhm. Surtout si tu les as 3, 4 fois par jour, enfin, tu sais que tu vas pouvoir te poser. Après, c'est vrai, respecter le rythme propre à chacun, mais ça, franchement, enfin, il suffit de rester quelques jours sur un horaire, après, t'es calé, hein. Enfin, ton corps, enfin, je sais pas, à moins que tu manges des quantités qui varient à chaque fois, mais en gros, après, ton corps, il se cale. Je pense Ouais, pas oui, après t'as un rythme. à moins si tu fais une séance de sport très intense, mais je pense pas Mhm. que ton corps,
il est un rythme, enfin, on a un rythme propre à chacun, c'est vrai. Mais je pense aussi surtout que c'est la quantité que tu vas manger à chaque repas qui est propre à chacun. Mais la sensation de faim, pour moi, elle est assez cyclique. Et si tu te cales sur un rythme français, tu vas te caler sur un rythme français. Bah, en fait, ouais, tout dépend des quantités que tu manges. Le rythme aussi que tu vois, si tu manges plus tôt, bah forcément, peut-être tu vas avoir faim plus tôt, tu vois. Enfin, il y a aussi ce truc-là de ton repas, comment il est constitué et à quelle heure tu le prends, bah forcément, ça va influencer aussi le repas suivant. Juste biologiquement, quoi. Mais en fait, au début, je me suis dit, tu vois, genre, ah, c'est angoissant. Je suis en mode, bah non, parce que pas Non. forcément. Puis après, elle a dit, il faut choisir son rythme. Enfin, faut suivre son rythme. Je me suis dit, ok, bon, là, je suis un peu d'accord. Après, ce qu'il a dit, Cohen, je suis assez plutôt d'accord. Je pense que ça dépend des gens aussi. Il y a des gens, ils vont rester peut-être plusieurs heures sans manger, sans trop de problèmes. Notamment, je pense à des gens qui n'ont jamais été restreints. Par contre, quand t'as connu les restrictions, et notamment si t'as eu les TCA, franchement, manger régulièrement, voir que tu te mets des petites collations un peu à telle heure, nanana, etc., c'est ça qui aide aussi et qui permet de rassurer aussi le corps. Et comme ça, il a plus confiance et du coup, hop, il peut même se caler, même ses signaux, il les cale mieux aussi par rapport au fait que la nourriture arrive régulièrement. Et comment vous définiriez justement votre rapport à la nourriture? Le mien, il est très compliqué. J'ai des troubles du comportement alimentaire. Je fais de l'anorexie, boulimie. Et donc, mon rapport à l'alimentation, c'est un moyen d'autodestruction. Et j'ai trouvé que l'alimentation pour combler un besoin émotionnel. Alors, j'avais une théorie sur l'anorexie boulimie qui m'appartient, c'est j'avale et je rejette. Donc, ça trahit souvent un conflit. Moi, mon rapport à la nourriture, puisqu'on est dans le stade des confidences, c'est que j'étais un enfant gros. Gros parce que ma mère me remplissait d'amour. Mais au lieu de me faire des bisous toute la journée, elle me donnait à manger toute la journée. Et donc, j'ai commencé le régime très tôt. J'ai compris très tôt que les techniques des médecins de l'époque, c'était des techniques charlatans. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire nutrition. La nourriture, tu as tout à fait raison de dire qu'il y a un comportement émotionnel. On mange pour anesthésier sa pensée. On mange pour oublier d'être seul. On mange on se fait grossir pour refouler l'agressivité qu'on a à l'intérieur de soi. On ne mange pas pour rejeter les autres. Par exemple, c'est typiquement le cas des vrais anorexiques. Une anorexie boulimie n'est pas une anorexie mentale. Mais une anorexie mentale peut se fermer à l'extérieur. Et curieusement, dans les anorexies mentales, j'ai écrit des papiers là-dessus, on arrive à les réalimenter au début avec des aliments blancs qui ont un aspect virginal. Ça veut dire c'est blanc. Et mes anorexies boulimie m'inquiètent pas jusqu'au moment où on trouve le bon thérapeute ou le bon analyste qui permet de remonter à la source du problème et qui la libère les gens. Attends, est-ce qu'on peut réagir déjà ça? Ouais, désolée, j'ai un peu envie de rigoler parce que Ah non, mais moi aussi, non, mais laisse tomber, attends, les aliments virginaux et tout, what the fuck? non, je sais même pas par où commencer. Un ramassis de conneries là. Alors les vraies anorexies et les fausses anorexies là. Déjà, bam, elle se prend ça dans la gueule quoi. Ouais, oui, c'est vrai, ouais. Anorexie, boulimie, bah en fait, ça, c'est pas de l'anorexie mentale, t'es en mode, bah si, c'est juste qu'il y a boulimie derrière. Bah ouais, Pardon. non, mais c'est hyper violent ce qu'il lui dit. Puis après, il Ouais. a une théorie fumeuse de j'avale et je recrache et que Hmm. après, on peut les réalimenter avec des aliments blancs. Ouais, il mixe un peu le truc en mode, ouais, c'est des filles qui rejettent leur féminité. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce genre de truc, sont l'anorexie souvent. Et beaucoup de gens, ils vont l'expliquer comme ça. Non, mais en fait, c'est une petite fille qui veut rester petite fille et qui a un conflit avec sa mère. Et du coup, nanana, ou qui n'est pas prête à avoir une vie sexuelle. Du coup, ah ouais, il y a beaucoup ces théories-là. Moi, enfin, personnellement, je trouve ça. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'en fait, il nous le dit juste avant, lui. Il dit que, ouais, ça a été alors j'extrapole peut-être, mais il a été un enfant gros Hmm. et donc il a été au régime très petit. Donc, sous-entendu, Jean-Michel Cohen a des TCA. Parce que franchement, s'il a vécu, je sais pas, peut-être il était enfant dans les années 60-70, il a dû se taper des bons vieux régimes Oui, hardcore. Ouais. enfant, alors qu'il était enfant. En plus, il a dû subir la grossophobie. Enfin, le Oui. combo total pour tomber dans... Enfin, ça se trouve, lui-même, il est anorexique, en fait. Bah après, Gary, il le dit lui-même, hein. Et donc, en fait, ça le rassure de se dire, ah oui, mais en fait, c'est parce que, tu vois, c'est un refus de la féminité, tout ça. Comme ça, lui-même Mhm. n'est pas concerné. Bah, en fait, moi, je trouve ça très... Ouais, c'est un truc, une explication genrée, Une tu vois. explication serrée, comme ça, tous les mecs ne seront pas concernés par ce problème. Peut-être que, bah après, comme on dit toujours, même les régimes, c'est une des premières bases aussi, quoi. Donc, du coup, t'occultes le problème en disant, non, mais c'est pas les régimes, vraiment. C'est pas les restrictions, le problème. C'est le rapport à la mère. Donc, c'est les femmes, le problème, encore une fois, tu vois. C'est les femmes entre elles. Il dit à la fin, faut trouver le bon thérapeute qui va trouver la source du problème. Ouais.
soudain ça va être libéré. Enfin, je veux dire, la source du problème, souvent on la connaît. C'est la faible estime de toi, c'est le perfectionnisme. Et pourquoi Mm. t'es comme ça? Enfin, bah parce que, enfin, je sais pas, t'as grandi dans un environnement qui t'a poussé à être comme ça. Peut-être qu'il y a une part d'inné, que t'es un peu comme ça de base. La source du problème, oui, ça peut être des traumas aussi, ce genre de choses, mais du coup, t'iras pas voir un diététicien, de toute façon, pour ça. Tu iras voir un psychologue. Bah oui, et même si c'est un trauma, enfin, même le fait de le savoir, peut-être que des fois, tu avais peut-être refoulé ton trauma et que tu t'en rappelles plus et que du Mhm. coup, tu t'en rappelles et ça va mieux. Ouais. Je sais pas dans quelle mesure le fait de comprendre pourquoi tu es comme ça, d'un coup, ça va t'aider à t'en sortir. Bah ouais. Bah tu sais, c'est marrant, j'ai déjà eu des discussions comme ça avec des filles, bah, justement, qui m'expliquaient un peu leur prise en charge, tout ça. Et elles me disaient que, bah ouais, en fait, genre, elles voient des psychologues, ou même des psychiatres, ou des trucs comme ça, où ils creusent beaucoup la racine, nanani, mais au final, ils se libèrent pas, enfin, tu vois, ils font pas le passage après, qui est en mode, oui, donc fort de ça, ok, ça vient de là, l'événement déclencheur, il m'est arrivé ça, il y a eu ça, ma famille grossophobe, tatati, tatata, machin, ok, mais après, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, c'est intéressant de creuser, hein, je dis pas, hein. Bah, en fait, c'est un peu comme si tu fais les plans d'une maison. Ouais. Tous les plans sur du papier, tout ça, tout est bien cadré. Mais après, tant que tu prends pas les briques et que tu vas pas mettre les mains dans le cambouis, Ouais. tu vas pas guérir en fait. Ouais, Enfin, c'est ça. tant que tu te mets pas concrètement devant ton alimentation et que tu fais les choses, il se passera rien en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment besoin d'avoir aussi quelqu'un qui prenne en charge le côté alimentaire parce que même si tu as bien creusé tout ce qu'il y a de psychologique derrière, je trouve que bah non, après tu vas rester avec tes croyances alimentaires et t'arriveras pas à les défaire quoi. Bah, en fait, moi, je pense qu'il y a un peu les deux volets, quoi. T'as toujours, bah, de toute manière, c'est ça, hein. Sur le côté cognitif, croyance, tout ça, pensée, nanana, etc. Et puis après, il y a toujours le côté très pratique, qui est, bah, ton alimentation, et puis après, même les croyances liées à l'alimentation. Du coup, tu peux même mixer les deux, mais voilà, t'as quand même ces deux gros axes et des choses concrètes, quoi, aussi. Tu vois, moi, j'ai des clientes, ou même d'autres filles avec qui j'échange, et souvent, c'est ça, tu vois, genre, ils vont, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est le côté, on tourne un peu autour du pot de l'origine, introspection, ah, mais peut-être c'est mon inconscient, tatati. Ok, peut-être il y a des trucs comme ça, mais après, qu'est-ce que t'en fais? Voilà, c'est sûr, ça, c'est toujours, en quoi tu agis après pour te défaire de tout ça, à la rigueur. Ça serait quelque chose que j'aimerais voir dans 10 ans, c'est d'avoir des centres spécialisés, pas forcément ultra onéreux, publics, qui prennent en charge ce genre de pathologie mentale. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de dire que c'est une pathologie mentale, une maladie mentale? Bien sûr. Ouais, moi je suis d'accord qu'il faudrait des centres spécialisés, mais bon, tout dépend quel genre de spécialistes ils vont mettre, quoi. Si c'est des gens qui sont trop dans la psychanalyse et tout comme lui, Ouais, puis s'ils sont grossophobes et tout, parce qu'on en parle quand même de la grossophobie dans la prise en charge TCA, c'est quand même un gros délire aussi, hein. je m'en rends pas trop compte, mais toi, avec tes clientes, tu dois plus t'en rendre compte. Ouais, puis même sans forcément les avoir après comme clientes, tu vois, c'est même dans mon audience, tu vois, j'ai beaucoup de filles qui m'envoient des messages bah peut-être toi aussi, mais qui me parlent de leur prise en charge et tu vois, c'est les empêche de grossir, enfin, faut pas trop grossir, il y a encore des aliments sains, pas sains, en fait, au final, tu vois. Genre, ouais, ok, du chocolat, mais attention, tu vois. Des trucs comme ça, je suis en mode, oh, red flag de partout, c'est horrible. Bah, moi, j'ai pas trop, enfin, j'en ai moins, j'ai plus des personnes qui sont dans l'anorexie, donc c'est plus elles-mêmes qui se mettent des barrières, tu vois. Mais en même temps, si t'as pas l'environnement, peut-être qu'il t'aide Ouais, aussi. après, on peut pas savoir. Enfin, en fait, tant que quand t'es anorexique et que t'es maigre, tant que t'as Mm. pas dépassé un certain poids, les pros de santé, ils disent rien, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. On peut pas savoir, ça se trouve, leurs pros de santé, ils sont aussi grossophobes. Mais bon, tant que tu prends pas trop de poids, tu peux pas le savoir. Mais j'aime pas le terme maladie. Maladie mentale, pour moi, ça me rappelle à des années où moi j'ai étudié la psychiatrie. J'avais un patron absolument génial. Quand j'étudiais la nutrition, il m'a dit il faut que tu ailles en psychiatrie. Au début, j'ai pensé que je devais aller me faire hospitaliser. Il m'a dit t'as rien compris. Si tu ne fais pas 1 an ou 2 ans en psychiatrie, dans un service de psychiatrie, tu feras jamais bien ton métier. Et donc, j'ai compris que la maladie mentale, c'était quelque chose de très particulier par rapport à l'anorexie mentale. Non, l'anorexie mentale, je la mets à part, mais à l'anorexie boulimie, qui sont des symptômes qui évoquent une angoisse, qui évoquent un conflit. Et quand je t'ai parlé de psychothérapie ou psychanalyse, non, en fait, je pense que c'est psychanalyse. Dans ces cas-là, c'est-à-dire, faut rentrer dans une analyse pour voir à quel moment le conflit s'est géré et à quel moment on refoule ce qu'on aurait envie de dire. Je donne un exemple. Une jeune femme qui aime profondément sa maman. Allez. Et elle peut vomir pour la rejeter et elle peut manger pour l'accepter. C'est une façon d'exprimer la dualité dans la tête, quoi.
Et c'est pour ça que pour moi, l'anorexie boulimie, c'est pas une maladie comme l'anorexie mentale. Donc c'est un comportement psychologiquement déréglé, mais c'est pas la même chose. Enfin, il sort des théories, je sais pas trop d'où il les sort, mais... Non, mais Freud, déjà, faut le cancel, ce mec. Allez voir, allez écouter l'épisode Méta de choc sur la psychanalyse. Ouais. Le gars, ce n'est pas prouvé du tout, hein, ce qu'il dit Freud. Les trois quarts de ses théories, c'est du fumeuse, très fumeuse de la sexualité. En fait, pour Freud, on est obsédé. Et tous nos problèmes, c'est parce qu'on veut se taper les gens de notre famille ou je sais pas quoi, mais c'est tout. Enfin, franchement, La théorie, enfin, toutes ces théories, elles sont basées, en fait, elles sont basées pour silencier les femmes, en fait. C'est vraiment pour, en gros, donner des explications à certains comportements, du coup, qui seraient pathologiques, alors qu'en fait, ça l'est pas, quoi. C'est juste ouais. des traumas et d'autres trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'est toujours très lié tout le temps toujours à caractère sexuel, de toute façon, ces explications. Puis même le complexe d'Oedipe, par exemple, c'est pas prouvé du tout, en fait. Enfin, c'est... Ah non, mais en fait, le complexe d'Oedipe, il l'a inventé de toutes pièces Ouais. pour faire passer des situations d'inceste dans les familles, en fait. Ah bah oui. On débunk en ce moment pas mal Freud et il y a plein de gens qui se disaient psychanalystes et qui au final ne se disent plus psychanalystes parce qu'ils voient à quel point, bah, en fait, ça tient sur rien, quoi. Méthode Cohen ou entre guillemets savoir maigrir, ça, Ah, ils font peut, ça ça pub. pourrait générer des troubles du comportement alimentaire. Oui. Savoir maigrir, non. La méthode Cohen, c'est un livre où j'avais expliqué toutes les techniques d'amaigrissement. Et effectivement, s'il est pris au pied de la lettre et si quelqu'un prend n'importe quel régime en le faisant contrairement à ce qui est indiqué dans le livre, oui, ça peut le déclencher. Mais savoir maigrir, non. Le site Savoir maigrir, pourquoi ? Parce qu'on est à l'affût, de ne jamais abonner des gens dont on suspecte qu'ils sont anorexiques, par exemple. On en a eu beaucoup. Donc, on a des systèmes pour les repérer. Et deuxièmement, parce qu'on sent à quel moment ça risque de déraper. Et là, à ce moment-là, on intervient tout de suite. Soit avec l'intermédiaire d'un psychologue qu'on a, soit en demandant à la personne, si elle est intelligente, en lui expliquant ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de rentrer dans un système de frustration. Donc, il faut remonter tout de suite l'alimentation. On verra plus tard, mais c'est à nous de les apaiser. Je pense que on doit vraiment faire attention à ce qu'on dit quand on a les connaissances aussi, parce que effectivement, si il y a toutes les techniques d'amaigrissement, des personnes, même si elles savent qu'elles peuvent tomber dans les troubles du comportement alimentaire, elles sont tellement prêtes à tout pour maigrir qu'elles peuvent faire ces méthodes-là, malheureusement. Mais on a parlé tout à l'heure du rôle des influenceurs, de la perception du corps, et là est le problème aujourd'hui. Ah ouais, non mais j'adore quand on lit mais savoir maigrir, la méthode Cohen. Est-ce que ça crée des TCA? Alors, pas du tout. Il dit ça d'un air tellement sérieux, ça me fait trop Au rire. calme. Et dit, oh non. Savoir maigrir. Non, puis en plus, il te donne les arguments. Il te donne les arguments parce qu'ils savent ils savent les dépister. Non, mais franchement, il est costaud. Comment il fait pour dépister quelqu'un par l'intermédiaire d'un site internet? Mais oui. Franchement, je lui décerne une médaille. Les anorexiques, c'est les premières pour se cacher. C'est vraiment, on est connus pour ça. De Bah, savoir vraiment dissimuler quoi, qu'on tombe dans l'anorexie. c'est incroyable, ouais. C'est connu, on dissimule. Personne peut nous dépister au départ. Sinon, franchement, faudrait qu'il écrive, au lieu d'écrire des bouquins sur les régimes, écris un bouquin là-dessus, Jean-Michel. Écris comment dépister une anorexie dès les premiers symptômes. Enfin, je sais pas, mais. Bah ouais, en fait, ouais, quand il a dit ça, genre, ouais, en fait, quand il y a nos abonnés, on les traque un peu, nanana, on essaie de voir et tout. T'es en mode, ah ouais, genre, c'est-à-dire, genre, t'es chez eux et tu regardes ce que. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, mais bon, après, je pense qu'il fait ça aussi pour se protéger, en mode, ouais, vous en faites pas, on est à l'affût. Mais mec, déjà, ton propre site, méthode Cohen, savoir maigrir, m'en fous du nom. Et rien que tout ça, c'est des berceaux des TCA, berceaux des TCA.com, ça devrait s'appeler. À un moment donné, il faudrait que tous les gens qui sont dans qui promeuvent des régimes perte de poids, ils reconnaissent que le régime perte de poids, c'est un facteur possiblement que ça va déclencher un TCA chez les gens. C'est exactement comme le tabac. Tu vas pas dire oui, je vends des cigarettes. Ah non, mais moi, mes cigarettes, elles donnent pas le cancer du poumon. Celle-là, non. Celle-là, oui, mais pas celle-là. Puis ça dépend de la quantité. Parce que nous, on traque les gens et on voit combien de quantité de cigarettes ils À un prennent. moment donné, le régime, c'est ça, quoi. C'est un facteur de risque de TCA et il n'y a pas un régime, il n'y a pas avec un autre. Enfin, Bah, c'est là qu'on voit la dissonance totale. Parce que, tu vois, en fait, c'est toujours genre, les régimes, ça fait des TCA, mais pas trop. En fait, not all régime. Non, mais moi, le mien, t'inquiète je sais pas pourquoi le mien, il passe entre les mailles du filet, alors que c'est statistiquement, enfin, le truc de les régimes prédicteurs de TCA, c'est pas une invention, hein, c'est scientifique, statistique, hein, donc oui, voilà. non, mais bientôt, enfin bientôt.
j'espère bientôt, les gens se réveilleront et comprendront que bah voilà, les régimes c'est comme ça, tous les régimes, exactement comme toutes les cigarettes sont dangereuses, bah enfin on a consommé de la cigarette pendant je sais pas combien d'années sans le savoir, donc Bah, je pense que tu vois, en fait ces gens-là, ils prennent pas leurs responsabilités, tu vois, vraiment. ouais. Ils se Bah dédouanent quand même, tu vois, en disant bah non, mais en fait, c'est les gens, ils ont des TCA, c'est parce que ils ont mal appliqué mon truc à moi, parce que oui, moi, oui, ou tu vois. alors ils ont des d'autres facteurs de risque qui font qu'ils sont tombés là-dedans. Ouais, puis gars, lui, comme il est en mode psychanalyse machin, Ouais. ça se trouve, il s'en lave les mains en mode non, mais les gens qui ont déclenché les TCA avec ma méthode, c'est parce que ils ont un problème avec leur mère. Je veux le corps de l'autre, je ne veux pas mon corps, mais je veux le corps de l'autre et je vais tenter de l'obtenir, même si c'est quelque chose d'inutile. Et donc, ça veut dire qu'on a créé une espèce de morphotype de la femme ou de l'homme idéal qui correspond pas du tout à la nature humaine. Et les gens abusent de ça. Alors, je suis pas sûr qu'ils le comprennent, hein, mais je pense qu'ils le font sans s'en rendre compte. Mais ce culte du corps, moi, je trouve qu'il s'est amplifié et qu'il atteint maintenant les hommes. C'est-à-dire, moi, je suis affolé de voir tous ces types qui sont en train de bomber le torse et montrer leurs biceps et leurs grosses jambes. Ça, on n'avait pas avant. Et les filles aujourd'hui, elles cherchent un idéal de minceur qui correspond pas à la réalité. On peut avoir des culottes de cheval, on peut avoir un peu de graisse, un peu de bourrelet autour de la taille. C'est pas ça qui rend moins désirable et moins aimable. Et le problème, c'est que on glamourise un petit peu tous ces corps et en fait, on les rend normaux. Et moi, j'ai énormément de témoignages de femmes qui me disent écoute, j'ai des troubles du comportement alimentaire, j'ai une relation très conflictuelle avec l'alimentation. Et pourtant, quand je regarde leurs réseaux sociaux, tout est parfait. La plage, les boissons, les restaurants. C'est triché. Donc c'est triché. Et moi, je lui dis, mais pourquoi s'enfermer là-dedans? Et elles me disent que malheureusement, elles ont trop honte, qu'elles ne peuvent pas et que la société est faite que c'est comme ça qu'elles se sentent validées, en fait. Qu'elles se sentent acceptées au niveau de leur corps, de leur alimentation, et elles ont un besoin de partage, mais de partage de faux, en fait. Ouais, le fait d'être vu. Exactement. C'est le fait d'être vu. C'est ce qui explique la puissance d'être vu, être connu. Et être reconnu, c'est devenu ce qu'il y a de plus important. On n'est pas assez autonomisé. On laisse pas les gens vivre. Avant, les psychothérapeutes ils disaient vivez pour vous. Mais en fait, on a l'impression que c'est l'inverse. C'est aujourd'hui, on a l'impression que les gens ils vivent pour les autres. En tout cas, au travers des images qu'on voit. Et c'est très destructeur. Je pense que les réseaux sociaux ont eu un impact plutôt négatif sur ma maladie. J'ai toujours eu besoin de prouver que je mangeais via des stories Instagram. Et pourtant, je culpabilisais au fond de moi, je pense. J'avais besoin de partager, de montrer, de prouver. Je faisais pas forcément toute mon alimentation pour moi-même. Donc les réseaux sociaux m'ont impacté en ce sens et aussi sur le corps. Donc c'est mon rapport à la nourriture en premier lieu. Et en second, c'est le corps. Donc voir des corps parfaits, avec la ligne toute l'année, ce n'est pas forcément la réalité. Et heureusement que maintenant, il y a des contenus qui déconstruisent ces dogmes, notamment le avant-après de certaines personnes qui montrent, bah oui, en fait, c'est l'angle qui change et ça change tout. Moi, j'ai été construite là-dedans un petit peu. C'est vrai? Oui. Et ça vous a fait du mal? Oui. Et maintenant que vous le savez, vous n'arrivez pas à les corriger? Non, j'y arrive pas encore. Et là, vous arrivez à manger maintenant? J'essaye. C'est compliqué. C'est vrai? Oui, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez quand vous regardez votre assiette? Oui, je réfléchis beaucoup. Parce que moi, j'ai une formation de enfin, j'ai fait BTS diététique, licence et master en nutrition. Et du coup, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Non, les meilleures diététiciennes que j'ai eu des super diététiciennes. C'était des diététiciennes qui étaient passées par la phase que vous exprimez. J'imagine. C'était les plus savantes, celles qui comprenaient. Ça voulait pas dire qu'elles étaient capables de régler leurs propres problèmes, mais c'était les plus savantes. Et j'adorais travailler avec ces filles-là. Ça donne une légitimité. Quand on est passé par là, il y a une empathie. Il y avait une connaissance qui était supérieure. Il y avait une. Par contre, elles étaient un peu difficiles. Moi, je me battais avec elles quand elles me disaient tu vas mettre dans la sauce une cuillère à café d'huile. Je disais mais écoutez, ça n'existe pas une cuillère à café d'huile dans une sauce. Arrêtez, enlevez autre chose. Mettez une cuillère à soupe. Il faut que la sauce ça soit une vraie sauce. Et donc on se bagarrait avec ça. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, il dit les cordonniers sont les plus mal chaussés, tu vois, rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais comme par hasard, il se sent pas concerné, lui. T'as raison, parce qu'en plus, il dit les diététiciennes qui sont passées par les TCA, voire qui les ont toujours en plus,
Ils disent c'est les meilleurs parce que elles sont savantes, machin. T'es en mode ouais, bah toi, Il l'a pourquoi tu dit sais pas tout tout à ça? l'heure. Il l'a dit quand il a raconté il a fait diététique parce que c'était un ex-gros, enfin qu'il était enfant gros et qu'il avait beaucoup été au régime. Mhm. Moi, je suis sûre, franchement. Et en fait, quand tu regardes le nombre de diététiciennes sur les réseaux qui font ça et qui ont eu peut-être pas un TCA, mais un rapport troublé à l'alimentation, c'est énorme. Mhm. Bah, en fait, d'avoir eu un rapport troublé, c'est ça aussi qui, comme elle dit, l'empathie. Puis même toi, du coup, t'as envie de t'intéresser à ça, et donc forcément, tu... Même si tu avais ton TCA avant de faire tes études, en fait, souvent, le TCA, il te donne envie de faire ces études-là. Mhm. Enfin, c'est à C'est double vrai, ouais. Puis c'est des études qui confirment ton TCA, qui le confortent un peu en plus. de toute façon, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des métiers comme ça, et même tous les métiers qui ont trait à l'alimentation, tu vois. Même il y a des gens qui sont pâtissiers ou quoi, je suis sûre, il y en a plein qui ont des TCA, en fait. Bah ouais, bah, c'est un peu genre les foodies, les trucs un peu food, tout ça. Je pense que Oui, c'est vrai voilà. qu'il y a une prévalence. Après, c'est pas peut-être tout le monde, mais oui. Non, mais pas tout le monde. Bien sûr que non, pas tout le monde. Not all. Bien sûr, mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui tournent autour de l'alimentation. Et ben, il y a des gens, enfin, ceux qui sont passionnés, c'est parce qu'ils ont. Bah, c'est le... Ouais, bah en fait, rien que d'être en restriction, ça te crée une obsession pour la nourriture. Donc forcément, ça te guide vers les trucs où on parle de bouffe, où on te montre de la bouffe, ou forcément, tu vois. Mais ouais, par contre, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit. Genre, tu vois, il parle des diététiciennes qui ont des TCA, enfin, qui en ont toujours. Tu sais, genre, même si elles sont pas guéries elles-mêmes, ou je sais pas quoi. Enfin, il a pas dit guéries, parce que lui, il croit que c'est pas une maladie, mais c'est un peu chaud quand même d'accompagner des gens si toi-même t'es pas full, ou du moins très, 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 très avancé, tu vois. Enfin, tout dépend enfin, si t'es dans la diète culture ou pas, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, je sais très bien qu'il y a des gens, ils ont toute la théorie anti-diète culture, Mm. tu vois, mais ils n'arrivent pas à l'appliquer pour eux-mêmes. Enfin, c'est beaucoup de gens qui sont comme ça, je pense. Mais quand t'es diète et que si tu es dans la frange anti-diet culture, ben, le minimum, c'est quand même que toi, tu l'as appliqué pour toi-même, tu vois. Oui, après, j'en connais qui sont thérapeutes et qui sont pas guéris. Ah oui, bah ça, c'est sûr. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont pas bien, tu vois. Enfin, Mhm. Ils avaient parlé du rapport au corps, bah, moi, j'étais assez d'accord, enfin, pour les ouais, réseaux je suis sociaux, tout ça. d'accord aussi, ouais. Mais ça fait peur, en fait, parce que tu te rends compte que la génération, enfin, avant, quand il n'y avait pas les réseaux, en fait, tu avais envie d'être validé, mais par tes proches, enfin, par des gens dans ton cercle proche, tu vois. Mhm. Et déjà, là, ça pouvait te monter à la tête. Mais maintenant, avec les réseaux, quand tu as plusieurs milliers d'abonnés, que tu as un compte comme ça, enfin, c'est toxique, en fait. Enfin, c'est un truc. Elle montre tous ses repas, etc. Donc, t'imagines, à chaque fois qu'elle fait un faux pas dans ses repas, il y a des gens qui vont lui dire. Enfin, ça doit être. En vrai, tenir un compte comme ça, alors que toi-même, t'es pas guéri, Mais enfin, en fait, le truc, c'est qu'elle s'est fait prendre au piège de son truc. Parce qu'au oui. début, je pense qu'elle a commencé en se disant, ça va m'aider, comme ça, je vais manger, comme Mhm. ça, je vais devoir m'astreindre à une routine, il y aura des gens qui vont me regarder. Mhm. Sauf qu'en fait, chaque bonne idée a le revers, a son revers. Mhm. Et que malgré que ça pouvait être une bonne idée au départ, enfin après, c'est pas une bonne idée en fait, parce que tu vas te prendre toute la malveillance des gens. Après, même s'il n'y a pas de malveillance, tu vas te sentir obligé de le faire tout le temps et ça va être un poids. Justement, en plus, la guérison, c'est quand même un parcours personnel. Enfin, il faut pas trop non plus se comparer aux autres aussi. Enfin, et tenter du moins. Puis même soi-même tu vois, d'avoir comme un spot rivé sur toi, tu vois, sur ce que tu manges, nanana, et que tu dois faire le show un petit peu, parce que Instagram, il y a ce truc-là aussi. Quand tu postes tes repas, tout ça, t'as ce côté performance un petit peu. Et je trouve que, bah, du coup, ça peut tellement, tu vois, entretenir ton TCA aussi. Il faut savoir où tu te places, qu'est-ce que tu montres, tu vois, et si tu montres pas ça, et puis les gens, ils vont commenter tout ça. Enfin, ouais, c'est pas évident. Vous pensez que c'est une bonne chose, justement, alors de parler à la fois de nourriture, de régime, parce que peut-être que les gens peuvent prendre ça au pied de la lettre, comme d'ailleurs le fait d'avoir des corps surexposés qui forcent à la comparaison. Écoutez, le problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à faire la différence entre ceux qui ont la légitimité pour parler et les autres. Je sais qu'il y a des initiatives sur certains réseaux à l'heure actuelle pour légitimer certaines personnes, c'est-à-dire les professionnels de santé, les diététiciens, les nutritionnistes, enfin des gens qui ont une vraie formation. Puis il y a un deuxième phénomène qui est en train de se dérouler, c'est que depuis les crédits emploi-formation, là, les CPF qui sont payés par l'État, il y a beaucoup de gens qui se sont infiltrés dans ce secteur en disant « je vais vous donner un certificat de coach en nutrition ». Les formations sont minables. Elles sont minables. J'appelle ça des charlatans. Oui, elles sont minables, les formations. Et on laisse partir les gens avec une espèce de faux diplôme, qui est faux parce que ça ne confère aucune connaissance. Mais il y a écrit dessus « coach en nutrition délivré par l'école du Schmoll » ou etc. Et ça, c'est terrible.
Et donc, mais la nutrition, c'est un bien qui appartient à tout le monde, malheureusement. La vraie définition de la nutrition, c'est les rapports entre l'alimentation et l'humain. C'est pour ça que pendant longtemps, les médecins étaient très compétents pour faire ça. Et les médecins travaillaient, en tout cas à mon époque, avec les diététiciens. Et on discutait, on demandait l'élaboration d'un repas à la diététicienne ou au diététicien. Et il élaborait le repas. Mais nous, on avait des abacs à donner. On donnait, par exemple, je veux tant de glucides, tant de lipides, etc. Aujourd'hui, c'est pas ça. Tout le monde se jette sur le sujet. Alors, c'est pour ça qu'on voit des trucs délirants. Souvent, les coachs sportifs, faut que tu manges le matin de la whey protéine, puis tu prends du riz avec... J'ai quand même envie de réagir. Parce que lui, c'est ce qu'il fait, en fait. En fait, je pense qu'il se cache un peu derrière son diplôme, mais en vrai, mec, t'es aussi partie du problème avec tes livres. Enfin, tu vois, c'est trop bizarre. Non, mais en fait, il y a des gens diplômés qui peuvent être surtout les anciens, quoi. C'est un beau, mais Bah ouais, mais lui, il est pas d'avant, très jeune non plus, hein, tu vois ce que je veux dire? oui. Non, mais les diplômes d'avant, c'était non, il n'y avait pas du tout de notion de comportement alimentaire. Enfin, Hmm, déjà que maintenant, il n'y en a pas beaucoup. hmm, Et il y a peut-être un peu plus de psychologie, donc ça aide un peu. hmm. Et oui, c'est sûr que, enfin, pour moi, enfin, le truc, il dit les gens savent pas faire la différence. Attends, comment il a dit? Entre ceux qui sont légitimes et ceux qui le sont pas, un truc comme Ouais, c'est ça. Oui, il y a toujours ce truc que nutrition, ça doit être que... Parce qu'après, t'es en exercice illégal. c'est un peu plus rassurant quand la personne elle a un diplôme reconnu. Hmm. Et ça protège pas. Enfin, moi, je pense qu'il faut toujours garder son esprit critique par rapport à n'importe qui. Enfin, parce Ah que, oui, c'était pas safe, mais on connaît, hein, de toute façon, des pros de santé qui, même spécialité TCA, qui sont problématiques. Alors imagine quand t'es... à mon t'as avis, spé- dès que, en tant que patient, dès Hmm. qu'il y a un truc qui te va pas, que tu ressens un malaise, que ça va pas, bah tu t'en vas, même si le mec il est diplômé. Enfin, ça Ouais, n'a bah oui, ça vaut pour tout, hein. pas Toutes les mais c'est ça, professions mais de en fait, santé, hein. c'est ça qui est dangereux. C'est parce que quand tu as un diplôme, tu as un espèce d'argument d'autorité, Ouais. et la personne, elle va moins oser te remettre en question. C'est drôle parce que je réfléchis à ce qu'il disait tout à l'heure sur le rapport au corps. Il dit, ah, l'idéal de minceur, nana, il critique un peu ça. Et en fait, tu vas dire, mec, t'es hypocrite parce que savoir maigrir, c'est pourquoi? Pour être mince, enfin, tu vois? Ouais, après, il va sûrement te dire, enfin, tu sais, il a dit qu'on avait le droit d'avoir des culottes de cheval et de la graisse. Ouais, mais il flirte. Bah, après, c'est le À même mon avis, double discours, hein. lui, il est pro IMC, quoi. Si t'es en dessous de 25, c'est bon. Oui, c'est ça. Oui, puis bon, ok pour être pas être mince, mais après, à certains poids, faut pas déconner quand même, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est drôle parce que ces gens-là, ah, mais si tu fais pas gaffe, tu vois, Cohen, tu peux te dire, ah, enfin, moi, je sais que Cohen, avant, j'avais déjà regardé des vidéos de lui avant, quand je m'intéressais à l'alimentation, tout ça. Et il y avait des trucs, tu vois, je me disais ça, hein, je me disais, ah, bah, en vrai, basé, le mec, il parle de nutrition, c'est très factuel, il dit qu'il y a des trucs qu'il faut manger, pas manger, bah, ok, et tout. Enfin, tu vois, je trouve que tu peux vite, puis, tu vois, un peu qu'il est un peu sympa en mode, on n'est pas tous faits pour être mince, et bientôt, il y a des trucs comme ça, t'es en mode, ah, ok, tu vois, tu peux être séduit un peu. Puis, au final, quand tu creuses, enfin, ça, c'est son beaucoup de professionnels comme ça, hein. Quand tu creuses, en fait, tu vois qu'ils sont en total, ils ont un pied dans la culture des régimes et un orteil, on va dire, dans la dénonciation de la société, quoi. C'est genre même pas un orteil, c'est une ombre. Arrête pas de manger du blanc de poulet, du riz et de l'avocat. Donc, mais c'est pas ça la vraie nourriture, je veux dire. Ça vient beaucoup des influenceurs aussi, hein, Ouais. ça. Beaucoup étaient de base juste influenceurs, sont devenus coachs, puis sont devenus nutritionnistes alors qu'ils n'ont aucun diplôme. Ouais, Et donc, ça. ils ont laissé gambader dans la tête des gens des fausses informations. Alors, l'explication, elle réside dans l'argent. Ça veut dire que le surpoids est une détresse. Il n'y a pas de solution vraie aujourd'hui à donner en dehors des modifications du comportement alimentaire et fait avec tact et sensibilité. Et donc, abusant de cette détresse, les gens sont prêts à suivre n'importe quoi du moment qu'ils pensent assouvir leurs désirs. Mais celui qui propose, c'est quelqu'un qui cherche de l'argent. On avait auparavant les médecins charlatans. C'est-à-dire, je te fais maigrir, je te donne des hormones thyroïdiennes, des amphétamines, des diurétiques, voilà, et puis tu as maigri, bravo, envoie-moi un autre patient, et puis ça marchera. Après, on a eu les méthodes miracles. Et aujourd'hui, ce sont les Méthode influenceurs Cohen. qui, appâtés par le gain, sont prêts à proposer n'importe quel produit. Par exemple, moi, il y a plein de gens qui utilisent ma photo en disant ce produit-là va vous faire maigrir, Jean-Michel le certifie. Et je suis persuadé que c'est la même personne qui change de produit régulièrement pour attraper les gens. Et les gens sont capables d'acheter 2 fois un produit différent en croyant que c'est moi. Mais je pense que c'est le même mec qui se gave et qui prend de l'argent simplement pour voler des gens. Voilà, c'est moche. Tu vois, c'est un médecin, mais c'est un mec qui est à fond dans le business, en fait. Mais oui.
le sujet. Là, pour une fois, il a dit que des vérités, quoi. Il a bien analysé le marketing de la perte de poids, en fait. Ouais, mais encore une fois, il dédouane, il dit que lui, non. En fait, il sait très bien qu'il participe. Bah, lui-même, il se Eh désigne oui. pas, mais il explique bien que c'est des gens qui s'en mettent plein les poches. Bah, lui, avec ses trucs, ses programmes, là, c'est quoi? Ah, bien sûr, bah oui, oui. Enfin, il fait partie du jeu, en fait. Mais bon, on notera hein, le côté, le surpoids, c'était une détresse, il n'y a pas de solution. Ouais, mais voilà, C'est... en même temps, c'est vrai. En même temps, il y a pas de... Et là, il dit qu'il n'y a pas de solution pour faire maigrir. Tu vois, il est contradictoire, puisqu'après, il te fait un livre sur savoir maigrir. Ouais, mais pour moi, quand tu dis solution, c'est que tu penses que c'est un problème. Il n'y a pas de solution. Mais en fait, c'est quand tu te mets dans la tête des gens. Les gens, eux, ils Oui, cherchent une solution. T'as pas de oui, c'est solution ça. à leur proposer à leur problème. Mm. Tu vois, même si c'est pas un problème, dans la tête des gens, c'est un C'est un problème. problème, ouais, voilà. En fait, c'est ça, c'est que le business, c'est créer un problème dans la tête des gens. Donc déjà, la Oui. société, elle a créé un problème dans la tête des gens pour leur faire croire que c'était un problème. Oui, mais aussi pour les sous. Enfin, la culture des régimes, c'est un truc de thune aussi. Enfin, c'est pour ça que lui, il est en mode oie blanche, moi, c'est pas les sous. T'es en mode oui, enfin, dans ce cas-là, pourquoi t'as écrit des bouquins, pourquoi t'as fait. Enfin, tu vois, et puis pourquoi tu prônes la perte de poids quand même en loose day? On sait très bien ce que tu veux, tu vois. Sinon, tu serais bénévole dans un asso TCA et puis ciao, quoi. Voilà, on va stopper la vidéo ici et on se donne rendez-vous sur la chaîne YouTube Appétit Libre pour découvrir la suite de nos analyses. Allez, je te retrouve là-bas.